Bonsoir à tous. Au programme de Bouge la France ce soir, les bénéfices du CAC 40 qui ont battu des records. Jean-Louis Goumont nous expliquera dans quelles conditions. Ensuite, la question du Figaro.fr que l'on traitera ce soir. Êtes-vous satisfait des relations France-Israël à l'occasion de la venue de Shimon Peres en France? Une visite officielle de 4 jours. Yoav Tucker, mon confrère israélien, sera présent pour nous expliquer un petit peu cette question. Et puis, on va venir bien sûr sur les municipales, alliances et mésalliances. C'est vrai qu'on voit tout en ce moment depuis 2-3 jours avec les dernières nouvelles, une liaison, une fusion entre le Parti communiste et le MoDem à Aubagne. Nous aurons le maire d'Aubagne d'ailleurs communiste au téléphone tout à l'heure, et bien sûr Denis Jambard et Alain Offray, mon confrère de Libération, pour parler de ces alliances qui ne font pas forcément de bons mariages à l'intérieur de ces municipales. Le journal tout de suite, Delphine Girard, bonne soirée. Bonsoir à tous. Ce sera un hommage national lundi en présence du président Nicolas Sarkozy avec une messe aux Invalides pour Lazare Ponticelli. Le dernier poilu s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 110 ans. Il était depuis le mois de janvier l'ultime survivant français de la Première Guerre mondiale. Nicolas Sarkozy a exprimé la profonde émotion et l'infinie tristesse de la nation. Invité sur notre antenne, l'écrivain Max Gallo a réagi à cette disparition. On l'écoute. Ce que j'ai retenu de cette vie, c'est que c'est une vie tout à fait extraordinaire, parfaitement réussie, au-delà de la guerre de 14-18. Oui. C'est quelqu'un qui, n'oubliez pas qu'il est arrivé à 9 ans, gare de Lyon, tout seul, ne sachant pas le français, sachant à peine l'italien d'ailleurs, que quelques années plus tard, il fonde son entreprise de ramonage, qu'à 16 ans, il s'engage dans la Légion étrangère, il est à la fois combattant sur le front français, puis sur le front italien, et dans les années 50, il est à la tête avec ses frères d'une multinationale. À 4 jours du deuxième tour des élections municipales, les grands duels ont commencé entre les candidats. Ce soir, Bertrand Delanoë affrontait Françoise de Panafieux sur Canal+. La question du logement insalubre a donné lieu à une véritable bataille de chiffres entre les deux prétendants à la mairie de Paris. Seul point d'accord, appeler les Parisiens à voter dimanche. Dans cet entre-deux tours, le MoDem bouleverse le jeu des alliances, accord avec le PS, l'UMP et même le PC à Aubagne. À Saint-Étienne, le candidat du MoDem, Gilles Artigue, maintient sa liste au second tour, fort de ses 20%. Comme dans d'autres villes, il y aura donc une triangulaire serrée dimanche. Ce matin, les 3 candidats étaient réunis au stade Geoffroy-Guichard pour un débat. Reportage de Pierre Bond-Joseph. Je pense, selon mes informations, qu'on pourrait faire tomber ce prix à 3,80 du mètre cube. 3,80 pour vous, donc on doit pouvoir faire beaucoup mieux, je le dis aux Stéphanois. Prix de l'eau, 3e ligne de tramway, développement de la vidéosurveillance. À n'en pas douter, à Saint-Étienne, les questions locales sont au cœur du second tour. Un second tour inédit. Arrivé 3e derrière Michel Thiollière, le maire sortant, et Maurice Vincent, le candidat MoDem Gilles Artigue a décidé de se maintenir. Je pense qu'il y a une place entre l'autosatisfaction du maire sortant et la critique systématique du candidat socialiste. Je crois que beaucoup de Stéphanois en ont marre de cet affrontement bloc contre bloc. Une position qui n'est pas sans rappeler celle d'un certain François Bayrou, un proche de Gilles Artigue. Alors comme à la présidentielle, chacun des concurrents souligne sa proximité avec les idées centristes. Ces électeurs du MoDem ont déjà voté pour une liste qui a critiqué très durement le bilan du maire. Je crois qu'aujourd'hui, la question qui leur est posée, mais comme aux autres, c'est est-ce qu'ils souhaitent vraiment opérer ce changement comme on peut le penser après ce vote du premier tour. Ce qui est clair, c'est que M. Artigue lui-même n'est pas un homme de gauche. Gilles Artigue a été dans la majorité, c'est un homme du centre droit, et donc, comme lui, beaucoup dans sa liste et beaucoup de ses électeurs n'ont pas envie de faire élire un candidat de gauche. Homme du renouveau de Saint-Étienne, Michel Thiollière ne s'attendait pas à un match aussi difficile. Les socialistes, eux, aimeraient renouveler leur exploit des dernières législatives. Mais ici, les scrutins se suivent et ne se ressemblent pas. La semaine dernière, un électeur sur 2 ne s'est pas déplacé. Le sénateur des Hauts-de-Seine, Charles Pasqua, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis pour le financement illégal de sa campagne électorale de 99. Son avocat a déclaré qu'il ferait vraisemblablement appel de ce jugement. Et puis, en bref, nouveau record historique pour l'euro qui est monté à 1,555 $.
La commission Copé pour une nouvelle télévision sans publicité se réunissait pour la seconde fois ce matin au Sénat. Au cœur des débats, la question de la redevance n'est toujours pas tranchée, comme l'explique Jean-François Copé au micro de Nicolas Béard. Bien que sur le sujet, il y a des divergences, parce que vous avez ceux qui sont pour l'augmenter, ceux qui ne sont pas pour l'augmenter, les professionnels sont plutôt que pour l'augmenter, les députés et les sénateurs sont plutôt pas pour l'augmenter, globalement, si je résume, et les Français non plus. Donc il va falloir qu'on en discute, qu'on voit si c'est la meilleure formule et comment on travaille. Le président Shimon Peres, qui poursuit sa visite d'État en France, inaugurera demain le Salon du Livre, dont Israël est l'invité d'honneur cette année. Tous les écrivains arabes ne boycotteront pas cet événement littéraire. Au contraire, certains y voient l'occasion d'un rapprochement entre les peuples et les cultures. Fabrice Cunet. Venez et parlons, c'est le titre de la lettre ouverte de Marek Alter aux écrivains arabes qui ont choisi de boycotter le Salon du Livre. Ce fervent partisan de la paix au Proche-Orient ne décolère pas. Pour lui, la littérature ne doit pas subir cette intolérance. Je pense qu'il y a beaucoup de manipulations dans cette affaire. Si certains d'entre les écrivains français ou étrangers veulent défendre la cause palestinienne, c'est le moment. D'ailleurs, la plupart des écrivains israéliens qui seront là, 39 parmi eux, parmi les plus grands, ils défendent tous la cause palestinienne. Malek Shebel a refusé le boycott exigé par la Ligue arabe. D'autres ont préféré se désister. Et pour cet écrivain d'origine algérienne, la démarche est non seulement condamnable, mais contre-productive. Je pense qu'en effet, ça aurait pu être une belle occasion pour dire ce qui ne va pas. Pour dire franchement ce qui ne va pas, aussi bien dans les territoires qu'entre Palestiniens et Israéliens, dans ce Proche-Orient convulsif. C'est l'occasion de le dire. De le dire, si vous voulez, de manière pacifique, de le dire en argumentant, en avançant un point de vue, et de ne pas priver les partenaires d'un dialogue possible. Le cas du Salon de Paris n'est pas un cas isolé. La foire aux livres de Turin, prévue en mai, a également fait d'Israël son invité d'honneur. Là encore, ce choix est sujet à polémique et à boycott. C'est peut-être la fin du vieil adage « passe ton bac d'abord ». L'utilité du bac est à nouveau remise en cause depuis la publication d'une étude qui révèle l'existence de gros écarts dans les notations. Alors que le groupe de travail sénatorial « À quoi sert le bac » poursuivait ce matin ses auditions. Hélène Mangiardi. Au bac, la notation serait arbitraire. Une étude dénonce un système qui s'apparente à une loterie pour les candidats. Pour une même copie, un correcteur donnerait 4 sur 20 et un autre 14 sur 20. Une différence énorme, mais le bac bicentenaire cette année a souvent été critiqué pour les mêmes raisons. Enfin, je trouve qu'on fait beaucoup de bruit pour pas grand-chose. L'étude qui a été publiée hier nous a rien appris de particulier que nous ne sachions déjà sur les difficultés d'avoir une notation chiffrée objective. Malgré ces difficultés, on s'aperçoit qu'il y a une très très forte corrélation entre les résultats du bac et les résultats des élèves au cours de l'année scolaire, donc ce qui prouve bien que les distorsions ne sont pas si fortes que ça. Au Sénat, un groupe de travail s'est donné 5 mois pour répondre à une vaste question. À quoi sert le bac? Au cœur de leur réflexion, l'insertion professionnelle, l'accès aux études supérieures et bien sûr les épreuves du baccalauréat. Pour éviter les problèmes de notation, les personnes auditionnées proposent quelques pistes de réflexion. Il faut multiplier la variété des modalités d'évaluation. Donc il peut y avoir des choses en contrôle continu, des choses orales à certains moments, peut-être en première. Enfin, il ne faut pas charger trop la barque. Mais en tout cas, il faut multiplier les sources d'informations sur l'élève et pas être trop maniaque non plus avec des demi-points, des quarts de points. Le groupe de travail rendra ses conclusions en mai, quelques semaines avant que le gouvernement lance lui aussi ses propositions de réforme pour le baccalauréat. Voilà Pierre pour l'actualité, c'est à vous. Oui, on se retrouve pas tout à l'heure comme tous les mercredis parce que c'est un petit peu plus court, vous le savez, le mercredi. Il y a Face à nous juste après et vous retrouverez Roger Carucci et Bruno Leroux avec Michel Grossior. On va commencer comme tous les soirs par l'économie avec Jean-Louis Gombaud.
Bonsoir Jean-Louis. Bah oui, Cocorico le CAC, c'est normal comme titre. Le CAC 40 qui a encore engrangé des succès sur les bénéfices de 2007. C'est vrai qu'on n'attendait plus que le groupe Lagardère qui a donné ses résultats aujourd'hui. Et donc ça y est, maintenant on sait, plus de 100 milliards de bénéfices, c'est encore un record. Est-ce que c'est un exploit quand même dans un contexte dont on avait cru comprendre qu'il n'était pas facile pour la France? Oui, c'est un exploit, c'est une performance, c'est un peu l'arbre qui cache la forêt, si vous voulez, parce que l'économie française, c'est 2 millions d'entreprises. Le CAC 40, comme son nom l'indique, c'est 40 sociétés parmi les plus grandes de France. Et si vous regardez les 100 milliards de bénéfices de l'année 2007 du CAC 40, c'est égal à l'ensemble des bénéfices de l'ensemble des entreprises françaises. Donc, et depuis l'an 2000, les bénéfices du CAC 40 ont été multipliés par 2, alors que les bénéfices de l'ensemble des sociétés françaises n'ont augmenté que de 10%. Donc, effectivement, on est quand même devant là quelque chose d'exemplaire, mais enfin, c'est quand même un phare, un rendez-vous quotidien, le CAC 40, donc c'est extrêmement important. Et même à l'intérieur du CAC 40, vous avez des différences absolument considérables. 6 sociétés, les 6 premières, font à elles seules la moitié des bénéfices du CAC 40. Là, vous voyez donc que là aussi, à l'intérieur du CAC 40, il y a d'énormes différences, avec d'un côté un trio de têtes, c'est-à-dire Arcelor, Total, BNP Paribas, et puis un trio de queues, STM Électronique, EADS et Alcatel, dont nous parlions hier. Et enfin, si vous regardez l'ensemble du CAC 40, vous apercevrez que s'il y a 12 sociétés dont les bénéfices augmentent plus que l'indice des prix. Autrement dit, on arrive à une masse de profits importante, 100 milliards, mais à l'intérieur, vous avez une trentaine d'entreprises dont les bénéfices en réalité augmentent à peu près de 3 à 4%, c'est-à-dire à peu près au rythme des prix. Donc en volume, elles restent au même niveau qu'en 2006. Je suis en train de regarder une dépêche là qui vient de tomber, l'euro qui monte, qui bat un nouveau record lui aussi, $1,5570, donc nouveau record. Quels sont les facteurs qui ont pesé justement pour faire ces bénéfices? Est-ce que l'euro par rapport au dollar, ça joue par exemple? Ah oui, mais ça joue en négatif. Pourquoi? Alors là, ça joue en négatif, si vous voulez. Et d'ailleurs, surtout pour des entreprises comme EADS, on le disait hier, le dollar joue contre elle, ou LVMH, le luxe, et le dollar joue contre elle. Alors effectivement, ces entreprises bénéficient de la croissance économique mondiale qui ralentit, mais qui est restée encore vive ces derniers mois, puisque les 2/3 du chiffre d'affaires et des bénéfices de ces entreprises se font à l'extérieur de la France. Mais vous faites des bénéfices en dollars, vous les ramenez en France, parce que vous êtes domicilié en France, ils sont convertis en euros, et évidemment, ça pèse sur l'ensemble de vos bénéfices. Mais la croissance économique mondiale dont vous profitez, l'augmentation des prix des matières premières pour un certain nombre d'entreprises comme Arcelor, qui bénéficie de l'augmentation du prix de l'acier, Total, qui a bénéficié de l'augmentation du prix du pétrole, et puis enfin, les progrès de productivité à l'intérieur de ces entreprises. Alors vous dites que les bénéfices du CAC 40 sont faits à 80% à l'étranger, mais comment ça se fait que le ralentissement américain, la crise des subprimes, n'est pas percuté justement ces bénéfices? Alors en réalité, ça commence déjà à percuter. Parce que si vous regardez le profil de l'année, pendant les 6 premiers mois, ça augmente de 15%. Et puis après, la crise subprime commence véritablement en mai et juin. Et là, il y a toujours une augmentation, mais beaucoup plus lente. Ensuite, la conjoncture économique internationale commence à ralentir très sérieusement. Donc, ça commence réellement à peser. Ça va peser sur 2008. Je pense qu'on peut dire que ça va peser sur 2008. Déjà, en 2006, les profits du CAC 40 avaient augmenté de 15%. En 2007, ils augmentent de 5%. En 2008, on risque d'avoir... C'est pas sûr que ça augmente. Pardon? C'est pas sûr que ça augmente. Je pense... Je ne peux pas faire de prévision. Déjà, en début d'année 2007, le CAC 40 disait nous allons augmenter nos bénéfices de 15%. En fait, on n'est qu'à 5%, donc à la fin de 2007. 3 fois moins. Donc, l'âge d'or est peut-être un peu derrière nous. Ok, merci beaucoup Jean-Louis. Il n'y a pas d'émission demain, d'habitude je vous donne rendez-vous à demain, mais là il n'y a pas d'émission demain, il y aura un débat municipal. On va passer maintenant aux relations France-Israël à l'occasion de la venue du président israélien Shimon Peres en France.
Voilà, et je reçois Yoav Toker. Bonsoir Yoav, journaliste israélien. Je suis en train de regarder puisque on a posé cette question sur le Figaro.fr. Êtes-vous satisfait des relations France-Israël? Alors évidemment, il y a des relations, il y a des réactions qui sont dans les deux sens. Est-ce que Israël a senti un changement dans les rapports avec la France, dans ses rapports avec la France, depuis l'arrivée du président Nicolas Sarkozy? Oui. À vrai dire, des changements ont été sentis déjà avant, disons pendant les 2 dernières années de la présidence Chirac, du deuxième mandat Chirac. Mais je crois qu'il y a une accélération dans le bon sens du point de vue israélien, à partir du moment où M. Sarkozy s'est installé à l'Élysée. Et effectivement, ce que vit Paris et la France depuis 3 jours avec la visite officielle de M. Pérez est susceptible à la fois de mettre ça en évidence de façon visible, publique, même si nous savons que les visites d'État tournent beaucoup autour du protocolaire, ainsi de suite, surtout dans les cas de figure d'un président de l'État d'Israël, comme vous savez, ce n'est pas une fonction à caractère hautement politique, c'est plutôt, contrairement à la présidence française, le président en Israël, c'est les chefs d'État, mais qui n'a pas un pouvoir politique énorme, c'est plutôt un pouvoir symbolique, et donc dans ce sens, je crois que oui, et là, pour une fois, si vous voulez, la forme et les fonds se rejoignent de façon plutôt harmonieuse. Est-ce que la page, vous avez évoqué Jacques Chirac, est-ce que la page Chirac, justement, est tournée caricaturalement? On dirait que Jacques Chirac, lui, était plutôt l'ami de la Palestine, et on dit, voilà, Nicolas Sarkozy, c'est l'ami d'Israël. Est-ce que c'est aussi caricatural que ça? Non, ce n'est pas aussi caricatural que ça, parce que dans la diplomatie, c'est rarement aussi caricatural que cela. Mais en ce qui concerne, quand on globalise, et on prend plusieurs années, on prend comme ça la profondeur de temps, et on peut dire effectivement que il y avait ce qu'on appelle, si vous voulez, la fameuse politique arabe de la France, qui n'a pas commencé avec Chirac, qui a commencé avec le général de Gaulle, qui était parfois même contesté à l'intérieur de l'appareil diplomatique français lui-même, qui est toujours attribué en large partie à l'appareil du Quai d'Orsay, et qui, du point de vue israélien, posait problème. Ce qui faisait aussi, et puis les leaders israéliens ont dit ça pendant des années et des années, du fait d'être associés de façon trop proche aux positions arabes, vous, Français, vous mettez hors jeu, vous limitez vos possibilités d'intervention en ce qui concerne le vrai champ d'action éventuel du Proche-Orient. Et Dieu sait que le Proche-Orient a besoin d'aide de l'extérieur pour aller d'allier. Alors justement, cette visite, elle tombe bien après cette riposte d'Israël sur Gaza qui a été condamnée un petit peu de façon unanime. Israël est en train de se rechercher des alliés. Est-ce que justement c'est un petit peu ça, la symbolique de cette visite? Non, je crois pas que ce soit vraiment les courts termes, c'est-à-dire les interventions israéliennes à Gaza, les missiles de Hamas l'horrible attentat contre l'école talmudique à Jérusalem. Tout ça s'est passé pendant la semaine qui précédait effectivement l'arrivée de Monsieur. Mais malheureusement, sur les calendriers proche-orientaux, on trouve souvent ces moments-là d'accélération où on a à la fois la violence, la contre-violence, la polémique, la tragédie. Et là, vraiment, pour ce qui est d'une visite d'État que, comme nous savons, est planifiée pendant des mois et des mois, et puisque le président Sarkozy a tenu lui-même à dire qu'il tenait, lui, à ce que la toute première visite d'État de sa présidence soit celle de M. Pérez et qui soit associée avec les 60aires de l'indépendance d'Israël. Vous savez, les relations franco-israéliennes ont traversé des champs émotifs, passionnels, avec des quantités telles depuis les tout premiers jours. Et de façon, à mon avis, qui est tout à fait atypique. Et pour ce qui est de l'ensemble des relations diplomatiques de la France et des relations diplomatiques d'Israël. Je ne crois pas qu'il y ait un cas dans les arsenaux diplomatiques de deux pays, respectivement. Alors, Shimon Peres, on va l'écouter, il est interviewé par Jean-Pierre Elkabbach. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy, vous le savez, a demandé la création d'un État palestinien avant fin 2008. On a posé la question, Jean-Pierre a posé la question à Shimon Peres, et voici sa réponse. Il y a un accord sur la mise en place d'un gouvernement palestinien, on est d'accord. Maintenant, c'est plus des négociations émotionnelles. Plus que des négociations politiques, Israël est d'accord de manière claire et nette du fait que la solution juste et équitable de permettre aux Palestiniens de mettre en place leur État à côté de l'État d'Israël, un État indépendant, un État démocratique. Et je voudrais dire encore une chose, nous voulons que ce soit un État avec un très haut niveau de vie.
Toute inégalité crée un sentiment de discrimination et prépare le terrain au prochain conflit. Et donc nous sommes fondamentalement honnêtes et convaincus que nous devons vivre comme voisins avec un très haut niveau de vie et en véritable amitié. Voilà, première réponse donc sur cet élément, la création de l'État palestinien. Est-ce qu'on peut créer cet État sur des relations émotionnelles, comme il l'a dit? Est-ce que c'est pas avant tout un problème économique? Et quel rôle Israël peut jouer? Parce qu'on n'imagine pas qu'il y ait Israël d'un côté et les Palestiniens de l'autre. On ne peut pas, bien évidemment, créer un État quelconque sur un fond émotionnel. Mais vous savez, et cette solution-là, qui est du conflit israélo-palestinien, qui est écrite sur le mur, et c'est M. Pérez, vraiment, il est très très bien placé pour les dire et pour l'exprimer aujourd'hui, ayant œuvré pour ce type de solution quand il s'est trouvé minoritaire. Aujourd'hui, la majorité de l'opinion publique en Israël soutient cette position de deux États pour deux peuples, c'est-à-dire un État palestinien. Et les gens de bon sens savent que cet État palestinien à venir doit être viable, doit avoir une économie. Et oui, la paix politique passe forcément par la paix économique. Et pas uniquement pour le bien-être de Palestiniens, tout simplement parce que c'est l'intérêt d'Israël même. Donc, vous savez qu'il y a une il y a un objectif, d'après le processus Annapolis, avant la fin du mandat du président Bush, avant la fin de l'année 2008, un État palestinien. Je crois que de façon réaliste, on ne peut pas prévoir que cela se produise comme ça, un État comme ça qui n'existe pas aujourd'hui mais qui existera au 31 décembre 2008. Mais je crois que si les deux parties, avec les interventions extérieures, feront le nécessaire pour arriver au 31 décembre avec suffisamment d'échafaudage, des bases, des textes qui pourront faire voir donc naître cet État un petit peu plus tard, ça sera déjà un progrès tout à fait considérable et sans précédent. Alors on a entendu qu'il dépeignait ces relations toujours avec des périphrases, des mots. On sent que les mots sont importants dans les relations. On dit aussi que en ce moment il y a des rumeurs qui disent qu'il y a des négociations secrètes toujours entre Israël et le Hamas. Et la question lui a été posée. On va écouter sur ce thème également. Nous avons des négociations avec l'Égypte pour essayer d'organiser les frontières. La frontière entre l'Égypte et Gaza et Israël. Ce n'est pas des négociations. Non, alors des discussions avec, par l'intermédiaire de l'Égypte avec le Hamas pour qu'il y ait une trêve justement à Gaza. Nous sommes trois. Alors, deux parlent en permanence, nous et les Égyptiens. Et les Égyptiens ont pris une position très claire face au Hamas, face au Iran. Le président Moubarak a dit des choses extrêmement claires et précises. Donc il parle avec le Hamas. Évidemment, nous ne donnons d'ordre à personne. Voilà, quand est-ce qu'on pourra officialiser ces négociations? Vous voyez, M. Pérez, qui est effectivement un chef d'État dans un poste honorifique, mais quand il faut faire usage de la diplomatie et de façon de tourner les phrases dans différents sens, comme il est maître de cet art-là. Ce qu'il voulait dire, c'est que, bien sûr qu'il y a des contacts. Je veux dire, les leaders politiques ne diront pas cela de cette façon. Pourquoi? Et certainement. Pourquoi? Parce qu'il y a une position non seulement d'Israël, d'ailleurs, c'est une position commune à la quasi-totalité des chancelleries occidentales, c'est-à-dire à Washington, à Paris, à Londres, à Berlin, qui dit que le Hamas n'est pas un partenaire. Et donc, il y a même des actions nettement plus fortes pour affaiblir, pour encercler le Hamas. Donc, il n'est pas question de façon officielle à négocier avec le Hamas. Ceci dit, moi je connais pas une seule période dans l'histoire diplomatique mouvementée et dans l'histoire violente mouvementée du Proche-Orient où des contacts n'ont pas été noués entre partis, y compris des partis qui passaient la moitié de leur journée à dire des choses horribles sur les comptes. Voilà, donc, et je l'espère d'ailleurs. C'est clair que des diplomates, des hommes de bonne volonté, des gens qui font la navette entre les partis, essayent d'étater les terrains, ne serait-ce que pour régler des problèmes et des vies quotidiennes de la population à Gaza, des passages des frontières, sans parler des questions plus amples, c'est-à-dire d'arrangements, d'accords éventuels. J'en viens à la question donc qu'on a posée aux internautes du Figaro.fr. Êtes-vous satisfait des relations France-Israël? Je vous l'ai dit, il y avait des oui et des non. Dans les oui, on dit que ça peut donner à la France une véritable légitimité au plan international, dans les relations internationales, aux côtés des États-Unis. Tout dépend bien évidemment du contenu qu'on risque d'injecter dans les termes légitimés.
Je ne crois pas qu'il y ait un problème de légitimité pour la France, quelle que soit sa politique. Je crois que c'est plutôt une question d'efficacité. Je crois que cette équation-là que les diplomaties françaises ont suivie depuis bien des décades, qui consistait à pencher, c'est comme ça que ça a été vu, et c'est ça qui compte en diplomatie, à pencher trop du côté arabe, à limiter l'efficacité et à réduire les champs le marge de manœuvre et les champs des possibilités d'action de la diplomatie française elle-même. Donc je crois que dans les sens, s'il y a maintenant une espèce d'aperçu d'équilibre plus appuyé, plus visible, c'est important, la visibilité en politique, les mots, comme vous dites. Donc, il est fort possible que la France puisse agir davantage. Je vous rappelle qu'il y a une période intermédiaire qui se prépare maintenant et qui coïncide avec les débuts de la présidence française au début du mois de juillet, la présidence française de l'Union européenne. Nous avons regardé la scène politique proche-orientale est liée au Proche-Orient. Vous avez qu'être des leaders faibles, M. Olmert, relativement faible, très faible même avec sa coalition par rapport à sa propre opinion publique. Le président Abou Mazen de l'autorité palestinienne très affaibli chez lui. Le président Bush, l'intermédiaire principal, et l'Amérique, très faible et vers fin de mandat. Ce sont ailleurs que se trouvent des leaders qui ont de l'influence, qui sont en début de mandat, y compris, bien évidemment, M. Sarkozy et Mme Merkel. Ouais. Alors, dans les noms, effectivement, il y a Alain qui dit, il y a deux poids, deux mesures. On reçoit avec tout ce faste l'État d'Israël qui sort d'un blocus qui touche femmes, enfants et vieillards, etc. C'est vrai qu'il y a ça aussi, même dans l'esprit des Français. Oui, je peux comprendre à la limite sur le plan de la visualité, si vous voulez, mais enfin, vous savez, les visites d'État ont leur langage. Je ne sais pas, vous vous souvenez, celle de Kadhafi a fait sans proportion aucune, plus. Voilà, l'exemple de Kadhafi d'il y a quelques semaines, sur fond vraiment tout à fait incomparable. Et puis, vous savez, les visites d'État ont leur logique. Montrez-moi une seule visite d'État qui exprime dans la forme même de la cérémonie et du langage et des fleurs et des gardes républicaines et des chevaux et des drapeaux sur les grandes avenues et de n'importe quelle ville, de n'importe quelle capitale, où vraiment s'expriment et les nuances de telle ou telle critique. Mais vous savez, il y a beaucoup d'éléments par rapport auxquels il y a une critique mutuelle, y compris entre Israël et la France, mais ça n'empêche pas à ce que et on essaye de mettre en évidence effectivement lors d'occasions de cette nature et ce qui rapproche, ce qui unit, ce qui fait pour une fois chaud au cœur, et c'était pas vraiment le cas souvent dans cette longue histoire tourmentée des rapports franco-israéliens. Très bien, merci beaucoup Yoav Tucker, merci bien d'être venu. On va parler maintenant des municipales bien sûr et de ces alliances qui font parfois de mauvais mariages. On va en parler, ça n'est pas cette belle encore aujourd'hui. Mes invités arrivent, entrez s'il vous plaît. Et oui, ces alliances qui font de mauvais mariages, enfin on n'en sait rien, mais c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un petit peu bizarres. Bonsoir Denis Jambard, bonsoir Alain Offray, mon confrère de Libération. C'est vrai que la stratégie, on a beaucoup parlé de la stratégie du MoDem, on peut parler également de la stratégie du PS. Si d'ailleurs il y a des stratégies, parce que qu'on soit au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, il se passe des choses radicalement opposées. Est-ce que justement, on se souvient que Nicolas Sarkozy, même quand il était candidat, disait il faut que les politiques se réconcilient avec les Français. Est-ce que ces alliances, qui sont quand même parfois dures à avaler pour certains, contribuent à ça? Est-ce que les politiques sont pas en train, encore une fois, de décrédibiliser leur rôle en s'alliant avec, je ne veux pas dire n'importe qui, mais n'importe qui pour gagner en tout cas? Le problème, c'est le manque de lisibilité, quoi, parce qu'il y a toutes les constellations existent. On voit le MoDem tantôt avec le PS, tantôt avec l'UMP, et du coup, c'est vrai qu'au niveau national, on comprend plus trop. Chacun essaye de construire une cohérence autour de son discours, mais en vérité, je crois, comme l'a dit Jean-François Copé aujourd'hui, on a quand même l'impression que les consignes nationales ont bien peu d'influence, en tout cas pour ce qui concerne le MoDem, c'est une évidence. Ouais, et pour le PS aussi, parce que, enfin, c'est vrai que le PS s'allie avec le MoDem parfois ou pas du tout, et parfois il est avec le PC, parfois il est contre, comme en Seine-Saint-Denis. Moi, je crois qu'il y a deux choses différentes. D'un côté, le PS où
À travers les alliances se joue une autre partie, c'est une anticipation de ce qui va se passer au congrès du Parti socialiste. Ils sont déjà dans le tour suivant. Ils sont déjà dans le tour suivant, avec un combat très très important. C'est-à-dire que ce qui s'est passé dans le premier tour, l'apparition dans un certain nombre de villes d'une extrême gauche assez importante, un PC qui résiste quand même beaucoup mieux que ce qu'on pensait dans ces bastions municipales, fait que naturellement la tendance gauche-gauche, disons, du Parti socialiste reverdit, si j'ose dire, en ce moment. Et d'un autre côté, la tendance Ségolène Royal qui veut vraiment, elle, faire évoluer le Parti socialiste, qui pense qu'il faut aller vers un parti beaucoup plus réformiste et qui essaie, elle, de pousser vers le MoDem. Donc il y a une cohérence des stratégies différentes dans ce qui se passe à gauche. En revanche, le MoDem, moi je crois que François Bayrou ne contrôle strictement rien dans son parti. On sait que ce parti est très désorganisé. Il est jeune, il est pas désorganisé, il est même pas encore organisé. Voilà, oui, enfin, on avait l'illusion qu'un parti était né quand même. C'est vrai que c'est une espèce de rassemblement dans lequel on trouve beaucoup de déçus des autres partis, en réalité, et c'est une grenade à fragmentation que le président du parti ne contrôle pas. Il la contrôle d'autant moins que lui, il est très concentré sur sa propre élection à Pau. Oui. Et pour continuer sur le MoDem, dès lors qu'il avait toléré que, au premier tour, un certain nombre de candidats du MoDem se présentent avec le soutien de l'UMP, et qu'avec une quasi-investiture de l'UMP, c'est difficile de construire quelque chose de cohérent derrière. La cohérence, c'est la situation de Pau, d'Aix-en-Provence, où le candidat du MoDem se maintient, et puis on va voir qui sont les meilleurs, quoi. Mais il est parti quand même sur une base intenable, je trouve. Est-ce que vous croyez quand même à ces systèmes d'alliance, de fusion? Après tout, est-ce que les électeurs vont suivre forcément des consignes qui partent franchement dans tous les sens? C'est quand même le système électoral qui le permet. On a un système, un scrutin, un type de scrutin qui permet ce type d'alliance. Donc, et puis d'ailleurs, il y a une partie de la France qui est habituée à le faire dans les toutes petites communes où on panache, on raye sur les listes, etc. Certes, mais là, il y a pas l'aspect politique intervient peu, quoi. Oui, mais l'accès local a parfois le côté cauchemar est très très politique en réalité aussi chez les Français. Donc, c'est vrai que c'est pas des pratiques habituelles dans la Ve République. On verra quand même avec le taux de participation si en effet toutes ces manœuvres, qui restent quand même limitées à un certain nombre de villes, peut-être symboliques, mais sur toutes les villes qui sont en jeu au second tour, le débat autour du MoDem doit en concerner, je sais pas, une cinquantaine à peu près. Oui, voilà. Donc c'est pas c'est un débat politique intéressant, nouveau, des tas de questions qui se posent, et puis surtout, on a un Bayrou qui essaie en permanence de remettre de la cohérence. On l'a entendu toute la journée, disant que c'était une démarche politique innovante. Alors, je crois qu'il n'y a pas de démarche innovante, il n'y a absolument rien qui est contrôlé aujourd'hui au MoDem. Mais finalement, Alain, est-ce que François Bayrou et le MoDem n'est pas quelque chose, une entité que même diminué, Nicolas Sarkozy doit protéger? Parce que stratégiquement, on voit qu'à chaque fois, le MoDem pose surtout des problèmes au Parti socialiste. On l'a vu, Ségolène Royal qui dit oui, il faut aller vers le MoDem, Delanoë qui dit exactement le contraire. Le problème posé par le MoDem est surtout posé à gauche, pas tellement à droite. Oui, sans doute. Enfin, ça, on le verra mieux au bilan du second tour, quand on aura vu les conclusions de toutes les triangulaires. Mais sans doute que vous avez raison, surtout le fait que l'UMP ait d'une certaine manière encouragé le MoDem, les candidats de Saint-Brieuc, par exemple, les maires sortants MoDem qui sont encouragés par l'UMP, ils auraient très bien pu mettre quelqu'un contre eux. Ça tend à prouver la justesse de ce que vous dites là. Oui. Et sur la question des alliances, moi, sur la question qu'on évoquait tout à l'heure, et le fait que c'est difficilement lisible pour les électeurs, moi j'ai noté aujourd'hui, c'était quand même assez amusant, que les mêmes, sur cette question, sont capables de dire des choses complètement différentes. On a Julien Drey qui dénonce ses camarades socialistes qui se maintiennent en Seine-Saint-Denis, à Bagnolet, Saint-Denis, Aubervilliers, la Courneuve. Il y avait un match PS-PC, c'est le PC qui a gagné, donc il faut se retirer, c'est une question de démocratie, de discipline. Et Anne Hidalgo, dans le 15e, où la droite fusionne, il y avait deux listes de droite en face d'elle, elle voit ces deux listes et elle dit c'est une trahison des électeurs, alors que la cohérence... Oui, chacun s'arrange. Alors, un autre exemple des choses qui méritent explication, c'est ce qui s'est passé à Aubagne, où le maire communiste Daniel Fontaine, qui est au téléphone en direct avec nous. Bonsoir, monsieur le maire.
a fait alliance donc avec le MoDem. On rappelle, si vous voulez bien, avant que je vous donne la parole, les résultats du premier tour. Votre liste a obtenu 47,51% des voix contre 36,38 à l'UMP. Le MoDem fait un peu plus de 8 et le Front National un peu plus de 8 également. On serait tenté de se demander pourquoi aviez-vous besoin de faire alliance? Vous êtes quand même pas loin de l'élection. Il vous demande de 2,5%. Écoutez, ce n'est pas une question de besoin de faire alliance, mais c'est la volonté partagée de travailler sur un projet municipal. Nous n'avions pas effectivement besoin d'alliance avec le MoDem pour pouvoir, je pense, être réélus au second tour. Ceci dit, nos partenaires, donc le nouveau partenaire du MoDem, sont venus nous rencontrer à la fin du premier tour pour nous faire savoir que sur le projet que nous portions, sur la condamnation du gouvernement en place et sur une volonté très locale de ne pas être absorbé par la communauté urbaine de Marseille, il y avait possibilité d'entente. Donc nous sommes donc restés d'accord sur cette idée-là. Un projet municipal porté par la liste de rassemblement à gauche, une condamnation du gouvernement sur la politique qu'il conduit nationalement, bien sûr, et cette volonté de ne pas être absorbé par la ville, quoi. Alors le problème, c'est on a vu à l'intérieur du Parti socialiste, Julien Drey dit qu'il ne comprend pas cet accord. Est-ce que vos camarades du Parti communiste, ceux qui sont à Paris et partout en France, ont compris votre démarche? Est-ce que vous avez eu besoin de vous expliquer? Non, nous n'avons pas été intéressés par les remarques qui pouvaient nous provenir de Pau, de Marseille ou de Paris, quoi. Oui, mais vous créez un précédent quand même. Peut-être, mais c'est un précédent au Bagné. Il y a une volonté qui dure maintenant depuis plusieurs années de construire un projet de ville partagé avec la population. Nous avons un travail particulièrement dense là-dessus. Les militants du MoDem se sont maintes fois associés à ce type de projet et on pensait qu'à un moment donné, il fallait savoir franchir le pas et tendre la main. Et on n'a pas l'habitude, nous ici, qui sommes une municipalité de rassemblement depuis 1965, de ne pas tendre la main à ceux qui nous l'attendent. Donc nous l'avons tendu et le MoDem rentre dans notre liste très modestement, parce que sur les 43 places, dont 33 d'éligibles, ils auront 2 places d'éligibles et une place parmi les non éligibles. Ils ont une place semblable aux autres représentants de la gauche, hormis le Parti socialiste et nous qui avons une place prédominante. Denis Jean-Bart veut vous poser une question. Mais c'est un MoDem qui n'est plus vraiment le MoDem puisque François Bayrou a condamné cet accord. Oui, il a condamné effectivement cet accord en considérant qu'il faut avoir un minimum de patrimoine de repères communs, dit-il, et que le Parti communiste ne l'a pas. Il dit qu'il n'est ni républicain ni démocratique. Écoutez, je vais en quelques mots sur les engagements qui sont ceux de la gauche unie citoyenne et écologiste. On est pour une ville de convivialité, d'échange de respect, de justice sociale et avec un développement des services publics, une volonté de vivre et de travailler au pays. Nous travaillons dans le domaine du développement durable et nous avons surtout une grande volonté de gestion citoyenne, toujours mieux partagée. Ce sont des valeurs qui sont des valeurs, je pense, qui ne sont pas que des valeurs aubagnaises, mais partagées par le plus grand nombre. À Aubagne, en tout cas, ce sont des valeurs fondamentales dans lesquelles beaucoup d'Aubagnais, 47% sur notre liste, et certainement beaucoup qui n'ont pas encore voté, se retrouvent, quoi. Dernière question, Daniel Fontaine. Vous n'avez pas peur que cette alliance, qui va vous amener probablement de quoi être élu, mais peut-être sans cette alliance auriez-vous eu aussi ces voix, mais risque quand même de refroidir votre électorat traditionnel, ceux qui ont voté pour vous au premier tour, et notamment les communistes? Du tout. La dernière grande assemblée des militants de la ville, nous étions plus de 600, a été un véritable test, quoi. Il y a une véritable volonté de rassemblement. Alors, dans le pays, ce rassemblement n'existe pas aujourd'hui. L'alternative au gouvernement en place n'existe pas. Nous, sur le plan local, on n'a pas de grandes prétentions, sauf construire une ville qui soit une ville, effectivement, où il y ait une nouvelle gouvernance. Et nous pensons que les villes jouent un rôle important dans la vie du pays. Et donc, si quelque part, on peut être reconnu comme étant une ville expérimentale, eh bien, on a déjà eu l'occasion de le faire. Les citoyens ont une très très grande place dans notre équipe, 10 sur 43. Les 3 élus du MoDem, les 3 candidats du MoDem, dont 2 étaient déjà élus, ont à mon avis toute leur place. Ils la prendront avec ou sans leur étiquette. J'ai encore une toute dernière question. Dans l'avenir, est-ce que vous souhaitez que le Parti communiste et la gauche en général s'ouvrent vers le MoDem comme vous l'avez fait localement pour les prochaines élections qui arrivent? Parce que vous savez, c'est pas vous que je vais dire que c'est un débat qui cloisonne justement la gauche du PS et le PS.
Bah, écoutez, nous on n'est pas là on n'a pas la volonté sur le plan local d'être quelque part les pionniers dans un rassemblement entre partis, mais on a la volonté d'être les pionniers dans un rassemblement entre citoyens qui ont la volonté de construire une ville qui est une ville ouverte, une ville qui s'ouvre vers les autres, quoi. Donc on est très modeste dans notre volonté. Certes, mais ce qui est vrai localement, ce que je veux dire, est-ce que ça peut être vrai aussi au niveau national? Moi, je pense que sur le plan national, on a de gros efforts à faire, en particulier dans le rassemblement à gauche, parce que moi, je suis très convaincu de la nécessité d'un rassemblement à gauche, mais sur de vraies valeurs. Qui aille jusqu'au MoDem. Écoutez, jusqu'au MoDem, je n'en sais rien. Moi, je suis sur le plan national pour un rassemblement à gauche. Très bien. En tout cas, merci beaucoup, Daniel Fontaine, et bonne chance pour dimanche. On souhaite ça à tous nos invités qui sont candidats. C'est vrai que c'est pas facile à comprendre tout ça. On a quand même la démonstration que les états-majors ne contrôlent pas grand-chose, quoi. À travers cet exemple-là, puis aussi à travers il y en a plein d'autres. Hein. L'exemple d'Anières est extraordinaire. Hein. Oui, Anières, on a Schliemann a tout le monde contre lui. On l'a eu hier soir au téléphone dans l'émission. Schliemann, avec une alliance, je pense, souhaitée par aucun état-major entre des divers droites vraiment à droite et le MoDem et le PS. Et on a à l'inverse, dans deux villes où la droite risque de gagner, à Évreux et à Longjumeau, grâce aux divisions du Parti socialiste, de la gauche, on va dire. Hein. Contrôle absolument rien. La vérité, c'est ça, hein, je crois. Est-ce que vous trouvez l'un et l'autre ces municipales particulièrement chahutées, on va dire, dans les alliances, dans ce qu'on observe quand même? Ben oui, parce que l'émergence du MoDem a quand même fait bouger le jeu politique français. Toute la stratégie de François Bayrou visait d'ailleurs à créer ce type de situation. Le problème, c'est que moi, je crois que le pari de François Bayrou est en train d'échouer. Je rappelle quand même les chiffres 18% au premier tour de l'élection présidentielle, 10% dans les législatives un mois et demi plus tard. Aujourd'hui, moins de 4% au niveau national. Alors, je sais bien que François Bayrou objecte en disant je n'avais pas des candidats dans toutes les municipalités. Précisément, c'est parce qu'il n'est pas encore un parti national. Ça donne sa véritable mesure nationale. Alors, il fait 10-15% dans certaines villes. Mais au-delà de cet affaissement progressif du MoDem, il a quand même réussi à exister. Il existe au-delà de son poids réel politique. Il faut quand même se rappeler qu'il a créé exactement la même situation politique entre les deux tours de la présidentielle, où on avait une présidentielle qui marchait sur la tête d'une certaine manière. Oui. Puisque tout d'un coup, ce qui devenait important entre les deux tours, c'était François Bayrou et c'était pas le combat entre Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy. Eh bien, il nous rejoue le coup à travers un certain nombre de villes assez limitées, et il arrive à masquer en réalité son échec politique à mes yeux. Avec cette fois un talon d'Achille quand même pour lui, c'est qu'il est présent personnellement à Pau, et qu'est-ce qui va se passer s'il est battu? S'il est battu, vraiment, la traversée du désert risque d'être encore plus longue que prévu. Absolument. Ouais. Parce que le bilan de ces élections municipales, je pense, quand on le tirera dimanche soir, ce sera quand même, au total, la gauche aura récupéré une trentaine de villes ou quelque chose comme ça. Ce qui est un mouvement important, mais d'ailleurs qui est assez comparable à celui qu'a connu la droite en 83 ou en 2001, où à chaque fois, ils avaient gagné. La droite, cette fois, avait gagné une quarantaine de villes. Mais il avait eu une jolie formule après les législatives en disant « Je ne savais pas qu'après le désert, il y aurait le désert ». Alors après le désert, il y a le désert, et maintenant il y a la traversée du Pacifique à la nage, à mon avis. On citera quand même les deux cas qui aussi ont fait beaucoup parler dans la presse. Le cas de Fos-sur-Mer où quand même le candidat UMP est arrivé 6 minutes après la fin de la clôture justement de dépôt des candidatures pour le deuxième tour. Et alors au Sable d'Olonne, là c'est le pompon, parce qu'à force de faire justement parler des alliances et des fusions, ils étaient tellement en train de discuter pour savoir qui allait prendre quelle place, etc., qu'ils ont tous cru que c'était l'autre qui allait amener la liste, et que personne ne l'a amené, donc du coup ils seront pas au deuxième tour. Ce sont des choses qui arrivent. En tout cas, merci beaucoup messieurs. On va suivre ça d'ici la fin de la semaine, et on va remercier également Philippe de Sony, notre réalisateur, qui était là ce soir, Pierre-Henri Gergonneux, c'est pour Laurent Guès, ça, qui est notre rédacteur en chef, et Marie Billon qui a préparé cette émission. Vous allez suivre Face à nous maintenant avec Roger Carucci et Bruno Leroux, invité de Michel Grossior. On se donne rendez-vous non pas demain, car il y a un débat, le débat toulousain justement, qui est très intéressant, mais on se retrouvera lundi pour une grande soirée, encore un super lundi qu'on va vivre dans Bouge la France. Merci beaucoup, et sur Public Sénat. Au revoir à tous. Merci.
souhaitez réagir à cette émission, poser des questions, débattre, regarder en accès gratuit et illimité la chaîne en temps réel ou les programmes en VOD, rendez-vous sur www.publicsénat.fr. Bonsoir à tous. Face à nous, spécial municipal, évidemment aujourd'hui, avec deux invités. D'abord, Roger Carucci, secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement. Bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être avec nous. Et puis en milieu d'émission, vous céderez votre fauteuil au député socialiste Bruno Le Roux. Pas mon siège. Pas votre siège. J'ai choisi le mot, adéquat. Bruno Le Roux, qui est le secrétaire national aux élections pour le Parti socialiste. Et pour vous interroger ce soir, Muriel Grémillet de Libération, Nathalie Segaune du Parisien aujourd'hui en France, notre partenaire, et Bruno Jeudi du Figaro, avec en plus des questions d'internautes posées sur le site du nouvelobs.com. Roger Carucci, d'abord, bien sûr, la mort du dernier poilu, Lazare Ponticelli, à 110 ans, pacifiste dans l'âme. Quel hommage, selon vous, la nation doit-elle lui rendre, à lui et à tous ses anciens camarades poilus? Je crois qu'au-delà du fait qu'effectivement c'est le dernier de nos anciens combattants de la Première Guerre, il y a à la fois l'hommage normal, l'hommage de tous ceux qui pensent que plus jamais ça, et puis l'hommage simple, je crois, de la République qui doit se souvenir, de l'État qui doit se rappeler que la paix est un bien qu'il faut constamment défendre, et que peut-être l'Europe, la construction de l'Europe, de bonnes relations avec l'Allemagne, de bonnes relations avec le monde entier, si je puis dire, eh bien, ça permet de faire en sorte que plus personne n'ait à subir ce qu'a subi Lazare Ponticelli dans les tranchées de la guerre. Et vous pensez qu'il y aurait une cérémonie particulière avec le président de la République? Là, c'est à la famille de voir avec, naturellement, le gouvernement. C'était un des souhaits. À la fois du président et de l'actuel. C'est un des souhaits du chef de l'État, mais il faut que la famille soit d'accord. Donc attendons dans les 48 heures l'accord de la famille, mais ce serait bien qu'il y ait une cérémonie nationale en son honneur et en l'honneur de tous les poilus. Est-ce que vous pensez, vous, par titre personnel, qu'une cérémonie nationale, donc vous dites ce serait bien, est-ce qu'il ne faudrait pas y associer dans un geste ultime de réconciliation un représentant allemand au plus haut niveau? Mais vous savez, depuis déjà plusieurs années, c'est pas lié à l'actualité, depuis plusieurs années, dans bien des cérémonies sur la Deuxième ou sur la Première Guerre mondiale, on fait venir des anciens combattants allemands, des représentants officiels. A fait Verdun, par exemple, on se souvient du geste de messieurs Mitterrand et Kohl. Tout à fait, la main dans la main. Et après tout, pourquoi pas, on peut imaginer une cérémonie, si la famille Ponticelli est d'accord, naturellement. Et puis on verra si Nicolas Sarkozy a certaines idées à proposer, parce qu'il a pris pas mal d'initiatives en matière de mémoire ces derniers mois, pas toujours couronnées de succès. Je rappelle que le premier acte du président de la République, une fois élu, avait été d'aller à la clairière des fusillés. Alors c'était la Deuxième Guerre mondiale, mais à la clairière des fusillés, et c'était un geste tout à fait symbolique. On dit d'ailleurs qu'il va y retourner dans quelques jours. Vous avez des informations là-dessus? Plateau des Glières. Plateau des Glières. La semaine prochaine. Oui. Alors les municipales, est-ce que ce sera difficile, effectivement, comme l'a dit Patrick Devedjian? Est-ce que vous redoutez une défaite plus large que prévu? Comme on nous prévoyait une défaite écrasante, par définition, le premier tour nous a plutôt conforté, si je puis dire. À force de dire, d'ailleurs, et ça c'est pas lié seulement aux formations politiques, mais à force de faire une espèce de cascade de mauvais sondages, ou de faire des analyses disant ça va être la correction, ou d'entendre certains dirigeants de la gauche dire il faut un vote sanction. Quand, évidemment, ce qui a été le cas au premier tour, nos candidats ont beaucoup mieux résisté que ce que certains affirmaient, avec quand même 57 villes de plus de 30 000 habitants, où les candidats de droite passent au premier tour, avec quand même de bien meilleurs scores que ce qu'on nous affirmait ou qu'on nous prétendait dans beaucoup de villes moyennes, nous sommes en situation de rééquilibrage. Je rappelle qu'en 1995 et en 2001, on avait gagné les municipales, donc on avait gagné une cinquantaine de villes de plus de 30 000 habitants. Nous sommes en situation de rééquilibrage, mais le deuxième tour est, à la limite, pour ces villes-là, une nouvelle élection. Ça veut dire que tout va dépendre de la mobilisation des abstentionnistes. Nous avons le score d'abstention le plus élevé depuis 1959,
En Ile-de-France, 44% des électeurs ne sont pas allés voter, presque 1 sur 2. Donc forcément, le sort des deuxièmes tours est entre leurs mains. S'ils se mobilisent, eh bien, ils pourront, ici et là, faire en sorte que la victoire ne nous échappe pas. Mais est-ce que vous pensez que vous payez une espèce de politisation des élections municipales que vous aviez voulu mener sur le terrain, dire tout ça est politique, ça engage le gouvernement, et du coup, ça a à la fois décidé les électeurs à ne pas aller voter, ou alors à aller jusqu'au vote sanction, qui pourrait se renforcer peut-être au second tour? Sincèrement, je n'y crois pas. Je vais dire pourquoi. Quand je regarde sur les villes de plus de 30 000, alors c'est un peu plus compliqué dans les petites villes où il y a des éléments encore plus personnels qui jouent, mais sincèrement, les maires les mieux implantés, ayant des bilans visibles, accessibles aux citoyens, acceptés par les citoyens, qu'ils soient de gauche, qu'ils soient de droite, ont été réélus au premier tour avec des majorités plus larges que jamais. Dans beaucoup de villes de droite, quand ils ont plutôt été moins bien réélus. Oui, ça dépend quand même, parce que moi je vois quand même toute une série. Parmi les ministres dont on a dit qu'ils avaient plutôt bien résisté, mais par exemple à Saint-Quentin, c'est 10 points de moins. Enfin, il y a des villes comme ça. Ça passe ici, au premier tour. C'est 20 points de moins. Enfin, 20 points de moins, vous exagérez, parce que vu le score qu'il a fait, 15, il a quand même pas fait 85% la dernière fois. 75. Non, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Je vais vous prendre un exemple simple. La ville où j'étais candidat, mais je n'étais pas tête de liste, mais la ville où j'étais candidat a voté à 56% pour Ségolène Royal aux élections présidentielles. Elle a voté à 52,5% pour la liste d'Alain Bernard Boulanger, là, dès le premier tour. Donc je crois que l'image du candidat, la personnalité du maire ou du candidat challenger a énormément joué. Alors, à côté de ça, la gauche essaye absolument de dire il faut un vote sanction, Vous savez, quand il doit y avoir un vote sanction, il y a moins d'abstention. Parce que les gens se mobilisent pour les sanctionner. Et moi, j'ai connu, vous avez analysé à l'époque, un vote sanction qui était par exemple les régionales de 2004, où là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on s'est pris le fleuve et on n'y pouvait rien, quoi qu'on fasse, et quelle que soit la campagne. Là, il y a eu un vote sanction. Oui, ça c'est vrai. En 2004, il y a eu un vote sanction et une poussée très marquée. Là, sincèrement, c'est le deuxième tour qui va dire, parce qu'aujourd'hui, on est bien embêté de le dire. Aujourd'hui, moi je parle de rééquilibrage. On verra au deuxième tour. Un avertissement au minimum quand même? Non, un rééquilibrage pour le moment. C'est le deuxième tour qui dira ce qu'il en est. Mais moi je pense que s'il y a une mobilisation de nos électeurs, on peut en rester au rééquilibrage. Oui. Nathalie. Pour le second tour, quelle est la meilleure stratégie? C'est de dire comme le fait le président de la République, on tiendra compte du résultat des municipales, ou de dire comme le Premier ministre, quel que soit le résultat des municipales, on maintiendra le cap des réformes? C'est le même discours et c'est pas le même thème. Je l'ai dit d'ailleurs ce matin. Le président de la République a été élu par les Français avec 85% de votants, c'est-à-dire quand même 8 millions de votants de plus qu'aux dernières municipales là, de dimanche dernier. Et le président de la République a été élu sur un programme de réforme et de rupture. Et ce programme est absolument nécessaire. Qui aujourd'hui, quel que soit le résultat des municipales, peut nier qu'il faut un texte sur l'équilibre des retraites, peut nier qu'il faut un texte sur la modernisation de l'économie, peut nier qu'il faut un texte sur l'actualisation du système de la fonction publique, ou sur la révision constitutionnelle pour renforcer les pouvoirs du Parlement. Donc ces textes vont venir. Donc les réformes qui sont inscrites ce printemps, par exemple, au Parlement, il faut les faire parce que quel que soit le résultat des municipales, c'est un plus pour tous les Français. Pour autant, le président de la République est bien clair dans ce qu'il dit. Il dit que personne n'imagine que je n'écoute pas, que je n'entends pas. Il est très évident que, non seulement sur les élections municipales, mais sur les manifestations éventuelles, mais sur tout ce que disent les syndicats, et il reçoit beaucoup, les organisations politiques et tout, le président comme le chef du gouvernement sont à l'écoute. Il y aura donc forcément, après le deuxième tour, et en fonction des résultats, dans les décisions du président, dans les inflexions qu'il peut donner sur des textes de réforme qui, eux, viendront, mais qui peuvent être sur tel ou tel point infléchis en fonction de l'analyse par le président de la République des résultats. Donc il y aura bien une nouvelle phase du quinquennat à partir de lundi, avec des inflexions sur les textes que vous allez vous-même présenter, les grandes réformes que vous avez énumérées. Oui, il y aura une poursuite des réformes attendues, préparées, qui sont déjà dans les tuyaux au Conseil d'État ou devant le Conseil des ministres, et il y aura forcément, de la part du président de la République, une écoute de ce qui sera passé et qui se retrouvera forcément dans les débats et les textes. Et une inflexion, ça veut dire aussi un changement de l'équipe ministérielle Là, c'est pas à moi qu'il faut poser la question.
Mais est-ce que si ça n'est pas fait, est-ce que ça donnera pas un signe de on n'a pas entendu, on n'a pas écouté? Parce qu'après tous les textes qui arrivent, on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur. On ne change pas l'équipe, oui ou non? C'est le président de la République qui seul décide, mais l'écoute par le président de la République, elle est sur un lien direct entre le président et les Français. Et sincèrement, vous pouvez changer des ministres. Et après tout, c'est le libre arbitre absolu du président de la République. Mais si on veut évoluer, si on veut dire qu'on a entendu, il y a un moment, un lien entre Nicolas Sarkozy et les Français. Et c'est dans ce lien, dans une déclaration, dans une prise de position, peu importe, c'est ce lien fort qui fait l'évolution. C'est pas forcément, pardon de dire, le changement de tel ou tel ministre. Alors à propos des réformes, bien sûr, il y a celle des institutions, il y a la question d'un internaute là sur nouvelops.com, Bernard, qui évoque bien sûr le renforcement attendu du rôle du Parlement, mais qui s'étonne d'une absence de règles relatives au mandat unique pour les parlementaires. Alors, en tout état de cause... Sur le cumul des mandats, oui, donc y aura-t-il une position forte? Non, a priori dans le texte qui est proposé, d'ailleurs nous reprenons là-dessus le texte Balladur, si je puis dire, qui lui ne demandait pas un cumul imposé dans la réforme, donc on ne le reprend pas. On verra ce qui se passe par la suite avec les lois organiques sur le mode de scrutin. Mais le mode de scrutin, je vous le rappelle, n'est pas dans la révision constitutionnelle. Hein. Mais on verra plus tard comment on fait. Quand même, on verra ce que dira le président dimanche soir ou lundi. En tous les cas, d'ores et déjà, il y a au moins un ministre peut-être qu'il faudra changer, c'est le secrétaire d'État à l'Outre-mer, puisque lui, il a annoncé que s'il était élu, il quitterait le gouvernement. Est-ce que ça vaut? Parce qu'on voit bien que la fin de campagne, en tous les cas pour les ministres, on le voit pour M. Darcos à Périgueux, je l'ai entendu hier pour Mme Kosciusko-Morizet à Longjumeau, on voit que les électeurs vont vers leurs candidats ministres pour leur demander s'ils vont continuer à cumuler ou pas. Donc, et on n'a pas entendu une position claire finalement du président de la République. Il n'y a pas en la matière à avoir de position spécifique, puisque avant les élections, la plupart des ministres qui ont été ou qui sont candidats aux élections municipales en ont informé l'Élysée, en ont informé le président, et il avait été acté le fait que les ministres pouvaient être candidats et pourraient être maires. Maintenant, c'est dur quand même occuper les deux fonctions. Le problème, c'est un problème particulier et qui sera regardé par chacun des ministres au cas par cas pour sa propre situation. Il est évident que pour Christian Estrosi, un premier mandat dans une ville aussi importante que Nice, 5e ville française, pardon de dire ça aussi géographiquement assez éloigné, à mon sens c'est une question qui se pose de savoir, et chacun va évaluer, est-ce que si je deviens maire de Nice pour un premier mandat, ville quand même de 400 000 habitants, 5e ville de France, est-ce que ça va me bouffer tout le temps et donc je pourrai plus assumer, ou est-ce que si je deviens maire d'une ville plus moyenne, de plus grande proximité, est-ce que je peux exercer les deux? Voilà. Vous confirmez que ce matin, M. Darcos n'était pas au Conseil des ministres justement pour faire campagne, puisque vous étiez au Conseil des ministres? M. Darcos n'était pas au Conseil des ministres parce qu'il n'y avait d'ailleurs aucun sujet relevant de son secteur ministériel ce matin. Voilà. Mais en général, les ministres, je ne sais pas si de plein exercice, sans doute. On peut imaginer qu'il faisait campagne. On a vu le Front National en déroute dimanche dernier. Est-ce que la nouvelle épine pour la droite, ça n'est pas le MoDem? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. D'abord, effectivement, j'aimerais d'ailleurs que ce soit beaucoup plus souligné. Quand même, tout le monde nous disait, et Jean-Marie Le Pen le premier, ces élections municipales vont être une occasion de rebond. Le Front National va remonter considérablement pour bien montrer que là aussi, il y a un vote sanction de l'autre côté, si je puis dire. Bon. Puis finalement, ils ne sont pas arrivés à faire beaucoup de listes. En Ile-de-France, ils ont fait tellement peu de listes qu'ils font au total 1% des voix sur l'ensemble de la région. Je rappelle qu'ils avaient fait 10 au régional de 2004. Donc il y a effectivement un effritement maintenu du Front National grâce à une politique très claire et grâce à l'action conduite par le président de la République. Deuxième élément, sur le MoDem. Pour le moment, on a tous un peu de mal à savoir comment vont voter, c'est là que ça va être déterminant, les électeurs du MoDem au deuxième tour. On voit bien ce que font les élus, qui fusionnent un coup à droite, un coup à gauche, un coup pas du tout, un coup avec le PC au bagne. Vos invitations de vous rejoindre.
en dépit des invitations des uns ou des autres, puisque si j'ai bien compris, Ségolène Royal a dit, moi je souhaite, dès le soir du premier tour d'ailleurs, elle a dit, je souhaite un accord avec le MoDem partout, ce qui ne l'a pas empêché ce matin, je crois, d'être à Noisy-le-Sec, qui est l'une des rares villes gérées par le MoDem en Île-de-France, pour venir dire qu'il fallait se débarrasser de la mer MoDem. On en parlera avec Bruno Leroux dans un instant. Hein, mais dites-moi, est-ce que vous souhaitez la victoire de François Bayrou à Pau? Mais je ne peux pas souhaiter la victoire de François Bayrou, je soutiens Urrieta. L'UMP a apporté son investiture à Urrieta. Ça, c'est le problème de François Bayrou, d'Alain Juppé. Mais là, aussi, visiblement. Oui, mais ça, c'est peut-être une solidarité aquitaine. Ah. Mais c'est autre chose. Expliquez-nous ça. Non, il n'y a pas de solidarité régionale. Mais nous avons réfléchi. Nous avons apporté l'investiture de l'UMP dans le cadre de l'ouverture au maire sortant de Pau, Urrieta, qui était socialiste, qui est toujours socialiste d'ailleurs, et nous le soutenons. Et dans la mesure où les trois listes, sincèrement, à quelque chose près, sont dans un mouchoir de poche... Il y a quand même 11 points d'écart entre M. Urrieta et Mme Linière-Cassouk, qui était son ancienne première adjointe. Non. Urrieta fait 28. Bon, oui. Vous ne souhaitez pas la victoire de François Bayrou, c'est clair. Je souhaite la victoire d'Urrieta à Pau. Très bien. Sinon, je le soutiens plus. Question. Il se retire, mais il est là. S'il y en a qui le soutiennent vous souhaitez la défaite. Vous pouvez nous dire que vous souhaitez sa défaite. Vous pouvez nous le dire comme ça, éventuellement. Mais si je souhaite la victoire de M. Urrieta, je souhaite la défaite de Martine Linière-Cassouk. Bon. À l'instant, Nathalie citait Alain Juppé. Quelle magnifique victoire à Bordeaux. Est-ce qu'il pourrait être demain un recours? Juste sur Pau, c'est vrai que l'UMP a promis un siège de sénateur à M. Urrieta? Un siège de sénateur à M. Urrieta. Attendez, je confonds les départements, je ne devrais pas dire ça, mais il n'est pas renouvelable. Enfin, Pyrénées-Atlantiques, c'est renouvelable dans 4-5 ans. Non, si vous m'aviez dit que le département était renouvelable en septembre, je serais dit quoi? Mais non, en 2011, ça ne tient pas. Mais sur Alain Juppé, Alain Juppé est quelqu'un de très grande qualité, que moi j'apprécie beaucoup, même si on n'a pas toujours été d'accord sur tout. Il a fait campagne pour le oui à Maastricht, moi j'ai fait campagne pour le non. Mais pour autant, c'est un homme de grande qualité. Mais il a dit lui-même, au soir du premier tour et au soir du deuxième tour, qu'il voulait se consacrer à Bordeaux et à sa région. Il a précisé dans Le Monde, pour l'instant, c'est ma position. C'est ce que je pense maintenant. Demain, pourrait-il être un recours? Écoutez, c'est à lui qu'il faudra poser la question, pas à moi, et on va attendre de savoir comment lui analyse les situations. Mais pour le moment, je pense qu'il veut rester très girondin. D'ailleurs, j'ai cru comprendre qu'en dehors d'un petit saut à Périgueux, il ne soutenait des candidats qu'en Gironde. Petit saut remarqué, je pense. Oui, mais c'est normal. Je vous rappelle que les deux hommes, Xavier Darcos et Alain Juppé, sont très liés depuis longtemps, qu'ils avaient fait ensemble la campagne des régionales d'ailleurs de 2004, etc., etc. Donc c'est assez... Une question d'un internaute du Nouvel Obs qui s'étonne. On n'a pas entendu Michel Agneau-Marie dimanche soir pour la première fois. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu la ministre de l'Intérieur s'exprimer un soir d'élection. Est-ce que vous avez été surpris? Vous avez parlé, vous avez déploré il y a un instant la faible participation. Et on a appris le chiffre que lundi après-midi. C'est quand même incroyable. Les vrais chiffres. Les vrais chiffres, si. Ah, les chiffres définitifs, parce que pour les municipales, il faut tout collecter. Il y a 36 000 communes à collecter. Alors, vous voyez bien. Non, mais attendez, dès dimanche soir, moi sur tous les plateaux où j'étais, j'avais déjà le chiffre qu'annonçaient d'ailleurs les journalistes avec Allégresse. Donc non, je ne crois pas qu'on puisse faire le moindre reproche en la matière. Quant à l'intervention de Michel Agneau-Marie, qui était elle-même candidate... Non, le communiqué à 23h13. Eh ben... Ça suffit? Ah bah dis donc, les bureaux ferment à 20h. Non, mais d'habitude, on entend le ministre de l'Intérieur proclamer les résultats de... Mais quels résultats? Attendez, moi, en Ile-de-France, on a eu des résultats pour certains à 1h du matin. Vous voulez l'entendre quoi avant les résultats? Non, pas sérieux. Ça fait partie de la rupture. Ça fait partie de la transparence. Autre question, on a noté quand même dimanche dernier dans les unes une percée des dissidents de l'UMP. Est-ce que c'est le signe qu'il y a un problème à l'UMP? Non. Aux élections de 2008, nous avons 15 à 20% de listes dissidentes en moins par rapport à 2001. À l'époque, il n'y avait pas l'UMP, c'était le RPR, ou l'UDF de l'autre côté. Mais nous avons 15 à 20% de listes dissidentes en moins. Alors, certaines ont fait de beaux scores, d'autres n'ont pas fait de score du tout, et donc les choses, à 3-4 exceptions près, se sont régularisées au soir du premier tour. Mais dans des élections municipales, j'allais presque dire, les choix locaux
entraîne souvent. Vous savez, j'ai vu une ville que je ne citerai pas, c'est pas la peine. Paris ? Non, une ville moyenne d'Île-de-France où il y a un problème de réaménagement du centre-ville. Et sur le problème du réaménagement du centre-ville, le maire et 2 de ses adjoints n'étaient pas d'accord. Résultat, on a eu 3 listes. Mais parce que les gens défendent des éléments très locaux, vous disent ça c'est pas admissible, et quand on leur dit mais enfin politiquement on peut pas faire ça, ils vous disent ah oui mais c'est ma ville, c'est mon quartier, c'est bon ben c'est comme ça. Hein. Mais sur la dissidence, il y a quand même de gros risques. Je pense à Reims avec Catherine Vautrin qui finalement aura l'investiture de l'UMP pour le second tour. Il y a Metz, ce qui pourrait faire basculer ces 2 villes à gauche. Oui mais à Reims par exemple, et reconnaissez que là le système a fonctionné. Il y a 2 listes qui étaient en concurrence, Vautrin, Dutreil s'est retiré. Ah, je dis pas, non mais d'accord, mais attendez, déjà, type il retire sa liste, c'est pas un geste facile, hein, quand vous êtes parlementaire, vous êtes ancien ministre, vous conduisez une liste, vous y croyez, bon, il retire sa liste. Ça redonne naturellement toutes ses chances à Catherine Vautrin, puisque le total des 2 listes est gagnant. Bon, alors on va voir si tout se passe bien pour les reports. À supposer que les reports se fassent bien. Non, mais bien sûr. Mais enfin, vous savez, à la limite, moi je vous dirais, à gauche, c'est la même chose. Il y a des éléments personnels. Charzat, par exemple. Charzat qui se maintient au 2e tour dans le 20e, alors qu'il est l'ancien maire de l'arrondissement contre la liste officielle. Bon, voilà. Alors, dernière question, Nathalie, sur Paris, justement. Est-ce que sur Paris, Françoise de Panafieux était la bonne candidate? Est-ce que... Françoise de Panafieux, oui, moi je ne suis pas de ceux qui commencent à dire, parce que les résultats du premier tour n'ont pas été aussi fort, aussi bon qu'on aurait pu l'espérer à Paris. Je crois qu'elle était la bonne candidate, elle a été choisie par les adhérents, et à partir de là, elle avait la légitimité. Alors ensuite, l'organisation de la campagne, les thèmes de campagne, une bonne remplaçante. Où ça? Madame de Panafieux pour le leadership à Paris. Pour le moment, à ma connaissance, Rachida Dati vise la mairie du 7e arrondissement. Si vous le permettez, on va attendre un petit peu pour parler de la suite à Paris. Vous attendez quand même demain un vrai renouvellement de génération politique à Paris? Ah ben, on l'avait déjà fait là sur les listes qui ont été présentées, mais il sera accru après le 2e tour. Merci Roger Carucci. Vous ne regrettez pas certains propos là juste avant le premier tour quand vous avez dit que le Parti socialiste Bruno Le Roux s'avance était une menace pour la démocratie avec toutes ces critiques contre le chef de l'État? Ah ben non, parce que les gens et les responsables politiques qui en attaquaient personnellement, ce qui n'est pas le cas de Bruno Le Roux, pensez donc, mais qui attaquaient personnellement le chef de l'État, c'est pas une attitude démocratique. Roger Carucci, merci. Vous pouvez vous souhaiter tout ce que vous voulez, bien sûr, pour dimanche prochain. Une brillante victoire pour nos rangs. Et puis, bon, désolé. On verra. Bonsoir Bruno Le Roux, bonsoir. Merci d'être avec nous. Quel est l'enjeu pour vous, pour le Parti Socialiste dimanche? Est-ce que c'est d'installer ou de renforcer une certaine cohabitation territoriale, 20 régions sur 22, et puis sans doute un très grand nombre de grandes villes? Les objectifs ne changent pas d'un tour à l'autre. Les objectifs étaient posés pour les élections municipales, ils se liront au soir du 2e tour des élections municipales, et donc ce sont toujours les mêmes objectifs. Les régions, nous n'en parlons pas, elles sont majoritairement à gauche. Nous souhaitons avoir une majorité de départements dans le pays, nous souhaitons avoir un renversement du rapport de force dans les villes de plus de 20 000 habitants, c'est-à-dire avoir pour la première fois plus de villes de gauche que de villes gérées par la droite, pour installer dans notre pays, non pas un contre-pouvoir sur lequel on aurait du mal à qualifier, mais un autre pouvoir, un pouvoir local, un pouvoir d'action territoriale. Est-ce que vous n'avez pas commis une erreur en sous-estimant le poids du Parti communiste en Seine-Saint-Denis, notamment? Non. Le Parti communiste résiste bien, nous le savions, simplement il y avait des endroits où il était nécessaire de savoir où nous en étions pour avoir la clarté. Parce que de plus en plus, l'électorat qui était le nôtre, nous gagnions les élections et nous disait mais pourquoi ne vous présentez pas? Vous pas. Et donc nous l'avons fait dans un certain nombre de villes. Il y a des villes où cela a donné des résultats qui ont été des résultats très bons, plus de 20 points d'écart à Pierrefitte. Il y a des villes où il y a eu des écarts faibles, Aubervilliers par exemple, dans une moindre mesure la Courneuve, et puis des villes où il y a eu des écarts plus grands. Mais ce que nous souhaitions, c'était le rassemblement. Je regrette que le Parti communiste ne l'ait pas rendu possible. Et on a vu quand même que l'extrême gauche s'est pas si mal maintenue que ça dans un certain nombre de villes. Est-ce que ça c'est pas un contre-coup de votre basculement vers le centre? C'est un sujet de réflexion en tout cas. Il y a des scores de l'extrême gauche. Une partie de l'extrême gauche avait souhaité discuter avec nous lors de ce premier tour. LO par exemple, qui a été présent dans un certain nombre de listes de gauche. La LCR qui fait des scores qui sont des scores qui nous amènent à réfléchir et qui doivent nous amener à réfléchir lors de notre prochain congrès. Je pense que l'ambition du Parti socialiste, ce n'est pas aujourd'hui de dire comment irions-nous, pourquoi irions-nous ou comment allons-nous aller vers le centre. C'est de dire comment représentons
représenterons-nous demain toute la société qui est la société qui veut une politique de progrès, qui veut une politique de gauche, qui veut une politique de progrès social. Et pour cela, je pense qu'il convient de ne pas oublier notre gauche. Alors j'ai une question d'un internaute sur nouvelobs.com sur ce sujet. Patrick qui nous dit qu'il y a effectivement une émergence de l'extrême gauche, mais qui refuse d'appeler clairement à voter au deuxième tour pour les listes de gauche au municipal. Est-ce que ce refus de l'extrême gauche ne vous oblige pas à la création d'un pôle gauche et centre? Non, mais c'est bien le problème de l'extrême gauche aujourd'hui. C'est qu'elle réalise des scores qui stérilisent de l'électorat ensuite. Moi, je considère que l'électorat d'extrême gauche est porteur d'un certain nombre de revendications, d'un certain nombre d'exigences, mais en même temps qu'il veut qu'elles se réalisent, ces exigences. Or, l'extrême gauche, depuis des années en France, est en stérilisateur et non pas en anticipateur de volonté politique pour cet électorat, en réalisateur de volonté politique. Et donc, je crois que nous devons aller demain voir ceux qui votent aujourd'hui pour l'extrême gauche et leur dire, il y a une gauche qui accepte de gérer, de mettre les mains dans le cambouis, faites-lui confiance à celle-ci, rejoignez-la et ne vous laissez pas stériliser par ceux qui aujourd'hui font un certain nombre de discours de premier tour et au deuxième tour ne savent pas bien choisir leur camp. Vous dites donc que l'extrême gauche est porteur d'exigences, de revendications. Est-ce que l'extrême gauche est également porteur de valeurs pour vous? Bien sûr, elle est porteur des valeurs de la gauche. Moi, je ne lui fais pas de procès de ne pas être à gauche. Elle est dans une gauche qui est une gauche beaucoup plus de contestation, une gauche radicale. Et moi, je crois qu'il ne peut pas y avoir de gauche de contestation sans avoir en même temps une gauche de réalisation, une gauche qui met la main dans le cambouis. Et donc, je crois que nous devons demain, au Parti socialiste, c'est notre challenge, être dans cette contestation, savoir lire la révolte et en même temps proposer des solutions. Alors, on voit les listes socialistes passer des accords avec le MoDem dans plusieurs villes. Est-ce que ça veut dire que l'union de la gauche ne permet plus de gagner les municipales aujourd'hui ? Mais il faut les voix du centre en plus. Depuis 1977, le premier tour, à gauche, ça a toujours été le rassemblement de son camp, et le deuxième tour, ça a toujours été l'élargissement. Aujourd'hui, on en parle parce que l'élargissement dans beaucoup de villes se fait à partir de gens qui ont rejoint le MoDem. Il suffit de voir d'ailleurs, les gens qui se rassemblent à nos côtés au deuxième tour sont souvent des gens qui avaient des existences politiques, qui étaient des divers droites quelquefois ces dernières années, qui étaient des centristes, qui étaient sur des listes d'intérêt local, qui ont choisi de rejoindre un parti dont ils pensaient aujourd'hui qu'ils pouvaient porter des aspirations. Et donc nous sommes dans des stratégies locales qui sont des stratégies qui ont toujours existé. Au premier tour, on rassemble, au deuxième tour, on élargit, et on élargit sur une double base. Les projets qui sont les nôtres et la volonté de battre les listes UMP, ça a toujours été, c'est un grand classique des élections. Bruno, peut-être une question. On a vu l'extrême gauche. Par rapport aux Verts, il semble quand même que, bon, on constate une baisse de leur influence, notamment en Ile-de-France et à Paris. Est-ce qu'il n'y a pas un risque, finalement, à les avoir réduits au maximum dans les différentes alliances qui ont été passées et donc, finalement, vous allez, en quelque sorte, éliminer un allié, ce qui va vous obliger à vous tourner vers le centre ensuite. Tous les Verts sont en bonne situation. C'est dans les endroits où ils savent faire l'alliance pour apporter leurs idées dès le premier tour. Ça a été clair aux élections régionales dernières. Ça a été clair encore à ces élections locales. À chaque fois qu'ils viennent dès le premier tour pour rejoindre, alors ils confortent leur position. Ils sortent avec des élus. Les Verts vont sortir avec plus d'élus qu'ils n'en avaient auparavant. Ce sera dû à quoi? Non pas aux endroits où ils sont partis en liste autonome, mais aux endroits où ils ont fait des accords avec nous. Chaque fois que la gauche fait des accords avec nous, elle permet de grossir ses positions. Vous avez entendu Roger Carucci il y a un instant avant vous, et il a bien dit qu'il y aurait effectivement une inflexion, peut-être pas dans le rythme des réformes à venir au cours des semaines et des mois qui viennent, et le programme est chargé, mais en tous les cas dans leur nature. Qu'est-ce que vous avez compris? J'ai rien compris. Ah bon? J'ai rien compris parce que ça change tous les jours. D'un seul coup, on nous dit... Il a parlé d'inflexion. On nous dit que ça changera rien. Bah oui, le président a dit qu'il tiendrait compte. Donc le ministre chargé des relations avec le Parlement ne peut pas dire le contraire. Mais tenir compte, ça veut dire quoi? On n'a rien entendu cette semaine. Moi, je dis, il ne suffit pas d'avoir des intentions. Les Français ont affiché des choix locaux et en même temps, comme il n'y a qu'un bulletin de vote, ont montré un mécontentement dans ces élections. Il n'y a rien eu dans la semaine qui permette de changer. Le pouvoir d'achat n'a pas été augmenté. Mais la politique, c'est tous les jours. Le gouvernement aurait pu prendre un certain nombre de mesures. Non, il n'a rien entendu. Et donc, il essaye d'être sur une logique qui est de dire non, on changera un peu les choses derrière. Oui, moi, je vous le dis, ils vont les changer derrière. Il va y avoir un certain nombre de décisions qui vont faire mal si les Français n'y mettent pas un coup d'arrêt dimanche prochain. Vous auriez attendu, là, cette semaine, des mesures fortes du chef de l'État. Vous auriez crié quand même à l'électoralisme. Mais attendez, non, nous aurions souhaité qu'elles soient faites avant. Mais nous savons que les mesures qui sont des mesures à venir sont des mesures terribles pour les Français.
Vous ne pensiez quand même pas que je pensais que le président allait les faire entre les deux tours. Ça sera l'augmentation de la TVA, ça sera l'augmentation de la CSG, ça sera l'augmentation de la CRDS, ça sera un certain nombre de mesures comme cela. Bien sûr qu'il n'allait pas les prendre avant le deuxième tour, mais il les prendra après le deuxième tour si nous ne mettons pas un coup d'arrêt. Alors ce sera une inflexion, vous comprenez, avec un régime plus dur encore, sur le plan social. Je pense qu'on ne peut pas s'attendre à autre chose si on le laisse continuer la politique qu'il fait depuis 9 mois. Mais comment vous allez transformer ce que vous espérez comme succès au municipal en voix portée nationalement pour infléchir la politique du gouvernement? D'abord, il y a une double dimension. Le président de la République, la majorité ne peuvent pas ignorer une élection nationale. Et donc nous serons porteurs à l'Assemblée nationale dans les débats de ceux qui se sont exprimés, de la nouvelle majorité politique des territoires du pays. Et puis localement, il y avait aussi un vote qui était un vote pour des maires de gauche. J'ai regardé attentivement quelques études qui disaient on a choisi localement le vote socialiste ou le vote pour la gauche comme première motivation. C'était pas forcément la volonté de sanctionner, c'était la volonté d'avoir un maire de gauche, la volonté d'avoir un maire qui protège. Parce que nos concitoyens savent bien qu'aujourd'hui, avec les responsabilités des collectivités locales, des régions, des départements, il y a des politiques qui ne vont pas à l'encontre. Notre but n'est pas de bloquer. À l'Assemblée nationale, si demain nous devons bloquer, nous essaierons de bloquer un certain nombre de mauvaises réformes. Mais sur le terrain, sur les retraites, je suis très inquiet. Sur les retraites, je suis inquiet de voir que rien n'a été fait pour conforter le régime tel qu'il est aujourd'hui, que toutes les privatisations qui ont été faites toutes ces dernières années, pas simplement ces 9 derniers mois, mais ces 6 dernières années, n'ont servi que très partiellement à alimenter le fonds de réserve des retraites et ont plutôt servi à essayer de limiter le déficit public du pays. Et donc, il y a une politique que nous payerons cher demain s'il n'y est pas mis un coup d'arrêt. En même temps, Monsieur Leroux, vous savez bien que la politique, c'est aussi affaire de symbole, surtout les résultats des élections. Et au fond, vous dites que le gouvernement fait une mauvaise politique, mais aucun de ces ministres n'a, jusqu'à présent, été sanctionné. En tous les cas, pour le premier tour, ils ont plutôt été élus assez facilement, même si ce sont... Mais il n'y a pas eu de sanction. Enfin, voilà, donc il n'y a pas... Les ministres eux-mêmes ne sont pas sanctionnés. Non, mais là, ça doit quand même attirer votre attention, ça. Non, je pense que les ministres étaient dans un certain nombre de villes. Il y en a qui ont fait des très beaux parcours d'ailleurs, d'autres qui étaient dans des villes plus faciles. Je remarque d'ailleurs que en 2001, les ministres de Jospin avaient plutôt été sanctionnés. Vous auriez pu me dire comment se fait-il que le Premier ministre ait une cote telle qu'elle est aujourd'hui, alors que le président de la République est quand même assez rejeté. Je pense que c'est le président de la République aujourd'hui qui est porteur pour les Français de la politique qui est menée, qui est porteur du mécontentement. C'est à lui qu'ils ont envie de donner un avertissement aujourd'hui et pas ici ou là à un ministre qui, même si au deuxième tour il peut y en avoir un ou deux qui mordent la poussière. Une question de Sylvie, toujours sur le nouvelobs.com. Que proposez-vous à part l'anti-sarkozysme primaire? Des politiques locales. Nous sommes dans une élection municipale. Sur le plan national aussi. Attendez, nous sommes dans une élection qui est une élection locale et cantonale. Vous voudriez qu'aujourd'hui... Vous critiquez aussi la politique nationale, bien sûr. On voit bien 10 mois après l'état du pays. Nous sommes... la droite dit des élections intermédiaires, bien entendu, mais en 2001, combien de temps étions-nous après les élections législatives? 4 ans. 4 ans de gestion. Là, aujourd'hui, nous sommes 10 mois après l'arrivée de cette majorité. Et on est déjà à demander à l'opposition, pour se raccrocher à quelque chose, mais quelles sont vos propositions alors qu'il s'agit d'une élection locale? Oui, nous aurons des propositions. Oui, nous les formulons aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Et nous avions demandé, et je le dis très solennellement, nous avions demandé avant le premier tour un débat sur la situation économique et sociale du pays. Parce que le budget que nous avons voté au mois d'octobre dernier, les Français doivent le savoir, est aujourd'hui totalement irréaliste. Toutes les hypothèses qui le fondaient sont démenties par la réalité. L'inflation, la croissance, la parité dollar-euro, la question du baril de pétrole, toutes les hypothèses sont fausses. Dans n'importe quelle démocratie, avant des élections locales, parce qu'elles sont nationales, il y aurait eu un débat pour dire voilà les corrections que nous allons faire, voilà pour l'opposition les propositions que nous faisons. Eh bien en France, cela n'est même pas possible. Et donc nous disons que dans ce débat économique qui viendra dans les 10 prochains jours, là nous formulerons des propositions et notamment la première qui sera de revenir sur le paquet fiscal qui a été voté cet été. Comment vous faites pour être crédible, pour gérer les villes, les départements, les régions et pas pour diriger le pays? Un vrai problème. Non, vous avez raison, ça sera un des enjeux de notre prochain congrès. Je ne souhaite pas. On a l'impression que le congrès a déjà commencé là. Hein. Non, je pense que justement tout le monde est très raisonnable. Je pouvais avoir quelques peurs, d'autres pouvaient l'avoir au soir du premier tour, à vouloir faire partir le congrès. Je pense que tout le monde s'est bien rendu compte que l'élection municipale se termine le 16 au soir, qu'il y a nécessité à choisir des élus et qu'ensuite il y aura un double temps. Le temps de l'opposition à la politique nationale et donc porter les voix qui se sont portées sur la gauche pour essayer d'influer sur la politique qui va être menée et en même temps rénover très profondément le Parti socialiste. Mais par exemple, 3 élections présidentielles perdues, c'est terrible. Le débat autour de l'alliance avec le centre. Oui, il y aura nécessité à poser ce débat. Comment gagner demain une élection présidentielle? Votre position à vous?
Sur le MoDem, par exemple, sur les alliances. Et, localement, ça ne me pose absolument aucun problème sur un deuxième tour, à partir du moment où la gauche est rassemblée. Ensuite, au niveau national, je pense que nous avons vocation demain à être un parti qui, au premier tour, rassemble toute la gauche, et qui, au deuxième tour, sur son projet, élargit son électorat sur tous ceux qui sont porteurs d'une politique de progrès. Et donc, forcément, je suis ouvert demain à des discussions nationales qui soient des discussions permettant d'élargir l'électorat à partir du moment où la base est un programme de gauche. Clair et net, parce que là, vous nous dites que vous êtes pour des alliances rose, vert, rouge, orange. Mais attendez, le MoDem, aujourd'hui, et c'est là que il y a nécessité d'avoir un peu de débat de fond. Moi, j'ai envie de savoir ce que pense le MoDem demain. Aujourd'hui, le MoDem a été constitué autour de la candidature de François Bayrou à la présidence de la République, en compétition à celle des socialistes. La prochaine fois, François Bayrou ne rêve que d'une chose, d'être le concurrent de Nicolas Sarkozy, du candidat de droite la fois prochaine. Et donc, c'est sur cette base. À votre place, vous piquez votre place. Mais c'est pour ça que nous avons besoin d'un débat de fond. Moi, j'ai envie demain de proposer à l'électorat qui se retrouve dans François Bayrou un certain nombre de perspectives qui l'amènent à penser qu'à côté d'une aventure individuelle, il y a une force collective qui est le Parti socialiste et qui permet d'avancer. Mais là, aujourd'hui, après les municipales, c'est quand même difficile de savoir ce que pense le MoDem. Enfin, on s'enfonce encore un peu plus dans la... C'est pas simple. Je pense que le MoDem, aujourd'hui, n'est pas un parti, c'est un homme. C'est un homme qui, d'ailleurs, a peut-être fait le choix dans ces élections d'essayer d'apparaître une fois de plus encore isolé derrière. On a l'impression qu'un parti le gêne parce que, bien entendu, son parti ne l'écoute pas. On voit bien que localement, les alliances se font ici avec les uns, se font ailleurs avec les autres. Il a dit que c'était au coup par coup suivant les situations locales. Mais c'est un homme et c'est aussi une femme à Paris. Est-ce que Bertrand Delanoë ne s'est pas privé d'une victoire plus large en fermant la porte à Marielle Sornaise? Je crois que Bertrand Delanoë a fait le choix de la cohérence. La cohérence de son projet. La cohérence de son projet. Autant de voix entre il est aujourd'hui sur un premier tour où il fait plus que la fois dernière. C'est bien que son projet est aujourd'hui non simplement a été accepté, validé par les habitants de Paris. Il fait pas 50%, mais au second tour, je pense qu'il a aujourd'hui fait le choix d'avoir un projet qui est porté par la majorité qu'il a soutenu pendant 7 ans et qui, je le pense, va faire plus de 50% au second tour. Cela n'empêche pas qu'il pourra demain, dans l'action municipale, élargir, suivant les dossiers, à ceux qui, de bonne volonté, veulent le soutenir. Mais pour constituer sa majorité municipale, il a choisi la cohérence. C'est quand même une attitude plutôt de fermeture. Il réduit le nombre d'élus concédés au Vert et il n'en donne aucun, enfin il n'en offre aucun au MoDem. Donc c'est quand même quelqu'un qui se recroqueville un peu quand même. Mais le MoDem sur Paris d'ailleurs était dans quelques arrondisements, peu d'arrondissements en situation de se maintenir. Mais les Verts font partie et c'est là la cohérence. À un moment donné, il y a quand même quelques débats d'idées qui doivent avoir Bertrand Delanoë. J'avais cru comprendre que pendant la mandature, ils s'étaient pas tellement bien entendus avec les Verts. Ils ont eu des débats. Ils ont débattu, ils ont tranché ces débats, ils ont travaillé ensemble pendant 7 ans. Ils en auront moins, parce que les Verts seront quand même nettement moins représentés. Et c'était le choix. Nous leur avions dit que l'autonomie n'était pas forcément le meilleur choix. Pensez pas que son choix était dicté uniquement pour faire l'inverse de Ségolène Royal? Non, je pense que Bertrand Delanoë, fort de son score de premier tour, a souhaité avoir une majorité cohérente, sans repousser. Mais vous savez, il y a un monde entre vouloir intégrer avant le second tour à une majorité et vouloir travailler ensuite avec toutes les forces qui le voudront. Il travaillera très certainement à Paris avec Madame de Sarnez sur tous les dossiers où elle le souhaitera. Quel avenir vous lui voyez là au niveau du Parti socialiste à Bertrand Delanoë? Parce qu'il fait partie de tous ces élus, ou en passe d'être élus, qui vont revenir en force. Martine Aubry, Arnaud Montebourg, sur le plan cantonal. Qu'est-ce qu'on peut encore dire? Gérard Collomb, parce que je rebondis sur ce que disait il y a un instant Nathalie Segonde, qui soulignait effectivement le contraste entre les réussites éclatantes des candidats socialistes au plan local, dans un grand nombre de villes. Champion du monde des matchs amicaux. Je laisse à Bruno Jeudi la paternité de cette expression, et puis les difficultés au plan national. Alors, donc d'abord, il y a deux questions. Peut-être le trop-plein de personnalités de premier plan au Parti socialiste, là, qui vont s'emparer de l'avenir du parti, et puis peut-être ces leçons qu'il faut tirer des succès locaux, de ce socialisme municipal que veut incarner Gérard Collomb, qui d'ailleurs donne des leçons. Je prends les choses au parti. Je prends les choses les unes après les autres. Trop plein. Oui, si c'est la compétition dès la fin des élections, alors le trop-plein peut être un problème. Pour un parti comme le nôtre, c'est plutôt, je pense, une qualité aujourd'hui d'avoir un certain nombre d'hommes, de femmes qui sortent renforcés de cette séquence électorale et qui permettent demain de nouer le débat à l'intérieur du Parti socialiste. Deuxième élément, que faire de cette victoire? Moi, je ne crois pas. Comment l'adapter, en tirer avantage, les leçons de réalisme parfois qui viennent des régions, de Lyon. Victoire annoncée et surtout,
Posons-nous la question de savoir comment on identifie aujourd'hui les socialistes de la part de nos concitoyens. Localement, un socialiste, un président de conseil général, un maire socialiste, un président de conseil régional, on sait à quoi ça sert. On le relie à des politiques, on le relie à des idées. Notre problème, c'est que depuis maintenant trop d'années, nous ne sommes plus au niveau national reliés à un certain nombre d'idées. On ne sait plus à quoi ça sert un socialiste au niveau national. Et c'est ça le problème. Alors si notre base est une base de reconquête locale, d'action locale, de proximité avec nos concitoyens, qui nous amène demain à préciser un projet, alors nous nous serons bien servis de ce que nous représentons sur le terrain. Si nous partons d'ores et déjà, après l'élection, dans une compétition entre les uns et les autres, sans avoir clarifié ce qui nous a fait perdre depuis plusieurs années, parce que ce n'est pas nos candidats qui nous ont fait perdre depuis plusieurs années, c'est surtout l'absence de visualisation de ce que nous étions pour les Français, de ce que nous étions capables de leur apporter. Alors, si nous savons résister à cette compétition entre les uns et les autres, je crois que nous pouvons espérer valoriser nos succès. C'est assez courageux, cette autocritique que vous faites du Parti Socialiste. Oui, les Français se demandent à quoi on sert. Je pense que nous avons été un parti, et le Parti Socialiste a été battu en 71 pour conquérir le pouvoir, avec une formidable outil. François Mitterrand a réussi cela, et depuis, nous n'avons pas réussi à apparaître comme le parti qui conserve le pouvoir, qui donne une orientation à sa vision de la société, qui est capable de se raccrocher à un mouvement d'idées mondiales, qui est capable de savoir expliquer en quelques mots en quoi consiste la réforme. Oui, je crois que notre travail est très très lourd à faire. La faute à qui, là, ce que vous décrivez, c'est incroyable. François Hollande. Non, je pense que la faute dans un parti politique, elle est forcément trop partagée. Quand nous étions en situation de réforme, par exemple, Lionel Jospin, il m'a redonné la fierté d'être député. En 1993, nous étions tous partis. En 2002, vous étiez un peu moins fiers. Non, jusqu'en 2002, nous étions fiers. Nous n'avons pas compris tout à fait pourquoi nous avions perdu. Après avoir fait des réformes, qui étaient des réformes félicitées. Vous savez à quel niveau était Lionel Jospin en 2002, avant les élections présidentielles? Il était au plus haut niveau d'un Premier ministre après 5 ans de gestion dans la Ve République. Et pourquoi avons-nous perdu? Non pas parce que nous avons mal géré, parce que nous n'avons pas su donner du sens à notre action, parce que nous n'avons pas su à un moment donné nous relier à un projet, susciter de l'espoir dans la société. Eh bien la politique, c'est cela aussi. Essayer d'incarner des réussites au niveau local, essayer de réformer le pays quand nous le faisons de façon courageuse, et puis essayer de nous relier à un mouvement qui donne du sens à la politique. Je veux que les Français se disent demain, en voyant les socialistes, tiens, nous savons où ils veulent amener la société française dans 15, dans 20 ans. Et vous êtes sûr que cette victoire électorale municipale véritablement ouvre la voie à la rénovation du Parti socialiste? Je ne fais pas partie... Qu'on évoque en permanence sans la voir venir. Je ne fais pas partie de ceux, il en existe chez nous, qui se disent on réforme mieux dans la crise. Il y en a chez nous qui disent si on perdait, on serait obligé de changer. Non, moi je pense que le courage, c'est aussi de ne pas différer les moments et les rendez-vous importants, mais je ne suis partisan que la crise, je pense que la crise n'aide pas à la bonne réflexion. Une victoire dimanche prochain, en interne, ça ne va pas favoriser au contraire les baronnies? Si les baronnies acceptent, si tant est qu'elles existent forcément ici comme ailleurs, si elles se mettent dans l'épure qui sera l'épure de préparation de notre congrès, c'est-à-dire de regarder comment nous fonctionnons, essayer d'adapter nos règles, essayer de faire en sorte d'avoir un parti qui soit plus vivant, un parti qui soit plus ouvert. Et dans un deuxième temps, de doter le Parti socialiste d'une vraie colonne vertébrale, si chacun accepte d'y mettre en disant, voilà, moi, localement, je pense ça, et donc je l'amène dans le débat, et je souhaite en discuter, je souhaite que ça fasse partie de la trame, qui est la trame centrale du Parti socialiste, à ce moment-là, nous aurons réussi. Vous êtes le monsieur élection du parti. Au début de l'émission, vous avez dit les objectifs ne changent pas. C'est combien les objectifs? Vous avez gagné 8 villes au premier tour. Combien comptez-vous en gagner dimanche prochain? 11 villes au premier tour. Faut vous mouiller là. Faut vous mouiller là maintenant. Non, vous avez perdu 2, vous avez... Non. Oui, d'accord, bien sûr. L'objectif est celui qui avait été affiché par François Hollande, c'est-à-dire une trentaine de villes, et donc de renverser le rapport des villes de plus de 20 000 habitants. 170 villes aujourd'hui gérées par la gauche, 220 villes gérées par la droite. Nous souhaitons inverser ce rapport de force. Marseille? Ce sera difficile par arrondissement. Jean-Noël Guérini mène la campagne, qui est la campagne de terrain, qui, je l'espère, va lui permettre de gagner. Ce serait avec l'aide du MoDem, un très beau gain. Avec l'aide du MoDem, parce que localement, le MoDem était très proche des idées, et il ne s'en cachait pas depuis d'ailleurs plusieurs mois. Ce n'a été une surprise que pour ceux qui n'avaient pas voulu regarder les déclarations des uns et des autres. Bon, mais si Marseille reste à droite, l'UMP n'aura pas à rougir dimanche soir. Ils vont considérer que ils sauvent plus que les meubles. Attendons les résultats, regardons la soirée de dimanche soir. Moi, je ne souhaite pas vendre les victoires et les voler aux électeurs. C'est aux électeurs de se prononcer. Ils doivent se prononcer sur la base des projets locaux, et ils doivent bien penser que le gouvernement n'a pas entendu l'avertissement dimanche dernier, qu'il convient de le renouveler. Allez, un mot, il nous reste quelques secondes. On va commencer cette émission comme on l'a commencé avec Roger Carucci. Peut-être un mot à la mémoire de Lazare Ponticelli, qui nous a quitté aujourd'hui 110 ans, le dernier poilu. Bien sûr, lui rendre d'abord un hommage et puis dire que
Moi, j'étais plutôt content il y a quelques mois quand il a accepté, après qu'il y ait eu un débat, quand il a accepté qu'il puisse y avoir des obsèques nationales, parce que je pense que pour le dernier poilu, il eût été dommage qu'il n'y ait pas, pour mes enfants qui regarderont très certainement cela à la télé, pour ces enfants du pays, qu'il n'y ait pas une cérémonie qui permette, de dire voilà ce qu'il a vécu, voilà ce que nous ne voulons plus vivre, et c'est aussi pour ça que nous faisons de la politique tous les jours. Donc moi, je souhaite vraiment qu'un hommage national, si sa famille en est d'accord, lui soit rendu. Bon, c'est ce qui semble se dessiner ce soir. Merci à tous. On se retrouve très vite. Vous reviendrez commenter bien sûr les résultats du second tour sur notre antenne. Monsieur Leroux, merci. Bonsoir à tous. En 5 années, dans ce lieu magique, l'annexe de la bibliothèque du Sénat, avec Monique Cantos-Berber, la philosophe, et Anne-Marie Moreau, nous avons organisé des rencontres, des débats d'idées, des confrontations originales, simples et surtout sans démagogie, toujours à partir des livres, nos fidèles amis. Eh bien, pour la saison 2007-2008, nous allons continuer à découvrir, à comprendre et à enrichir. Cela promet des surprises et surtout du plaisir. Retrouvez Bibliothèque Médicis en compagnie de Jean-Pierre Elkabbach tous les vendredis à 18h30 sur Public Sénat, la chaîne d'information politique.